Bienvenue dans le chapitre 3. Jusqu'à présent, nous avons manipulé des vecteurs et des matrices. Aujourd'hui, nous allons leur donner vie en étudiant les transformations affines. Comment déplacer, faire pivoter, déformer et redimensionner des objets dans le plan et dans l'espace 3D pour construire des mondes virtuels. Bienvenue dans le chapitre 3. Jusqu'à présent, nous avons manipulé des vecteurs et des matrices de façon statique. Aujourd'hui, nous allons leur donner vie en étudiant les transformations affines. Ces opérations mathématiques nous permettent de déplacer, faire pivoter, déformer et redimensionner des objets géométriques dans le plan et dans l'espace en 3 dimensions. C'est la base absolue pour construire et animer des mondes virtuels interactifs. Et tout cela s'exprime grâce à une unique matrice de transformation globale. En mathématiques, une translation n'est pas une transformation linéaire, c'est une transformation affine. Une transformation linéaire classique, représentée par une matrice de taille n fois n, laisse toujours l'origine fixe. Si l'on multiplie le vecteur nul par n'importe quelle matrice, le résultat reste inévitablement le vecteur nul. Mais une translation déplace tous les points. Il est donc impossible de la représenter par une simple multiplication matricielle. En mathématiques, une translation n'est pas une transformation linéaire, c'est une transformation affine. Il est donc impossible de la représenter par une simple multiplication matricielle de taille n fois n. La solution géniale de l'informatique graphique, les coordonnées homogènes. En dimension 3, on manipule désormais des vecteurs à 4 dimensions, x, y, z et w. La valeur de cette coordonnée w change tout. Si w égale 1, il s'agit d'un point. Ce point subit la partie linéaire de la transformation et il est affecté par la translation. A l'inverse, si w égale 0, il s'agit d'une direction. Et sur une direction, la translation n'a absolument aucun effet. La matrice de transformation globale prend toujours cette forme élégante par bloc. Elle se décompose en 3 parties distinctes. D'abord une partie supérieure gauche, notée L, qui gère la partie linéaire, c'est-à-dire la rotation et le redimensionnement. Ensuite, une colonne à droite, notée A, dédiée à la partie affine pour gérer la translation. Enfin, la dernière ligne est toujours égale à 0, 0, 0, 1, ce qui garantit le maintien des coordonnées homogènes. Cette structure unifiée permet de combiner n'importe quelle séquence de transformation par de simples multiplications matricielles. Commençons par la transformation la plus intuitive dans le plan en 2 dimensions, la translation. Il s'agit de déplacer un objet, comme notre maison, d'un point à un autre sans le déformer. Ce déplacement est défini par un vecteur de translation, noté grand T, qui contient 2 composantes, T fixe pour le déplacement horizontal et Ty pour le déplacement vertical. Grâce aux coordonnées homogènes vues précédemment, nous pouvons représenter cette opération par une matrice 3 par 3. Cette matrice contient la matrice identité sur sa diagonale et les valeurs T fixe et Ty dans sa dernière colonne. En la multipliant avec les coordonnées d'un point, on obtient sa nouvelle position. Passons maintenant à la rotation. Dans le plan, faire tourner un objet d'un angle θ autour de l'origine nécessite une matrice un peu plus complexe. Cette matrice 3 par 3 mélange les fonctions trigonométriques. La première ligne contient cosinus θ et moins sinus θ, tandis que la deuxième ligne utilise sinus θ et cosinus θ. Observons le résultat sur notre maison géométrique. Avec une rotation de moins 45 degrés ou moins π sur 4, chaque sommet est recalculé par cette matrice. Un point essentiel à retenir, si l'ordre des translations n'a pas d'importance, pour les rotations et autres transformations, l'ordre de composition des matrices est absolument crucial. Poursuivons avec 2 autres transformations fondamentales dans le plan. Tout d'abord, l'échelonnement, aussi appelé mise à l'échelle. Il s'agit d'une modification de la taille de notre objet. Cette modification peut être non uniforme grâce à des facteurs E fixe et EY placés sur la diagonale de notre matrice. Par exemple, si EX est plus grand que 1, l'objet s'étire horizontalement. Si EY est plus petit que 1, il s'écrase verticalement. Ensuite, le cisaillement. C'est une déformation oblique d'un axe en fonction d'un autre selon un rapport C. L'objet s'incline, comme un jeu de cartes que l'on pousse sur le côté. Lorsque vous enchaînez plusieurs transformations, une question fondamentale se pose. L'ordre a-t-il de l'importance? Si vous combinez 2 translations, l'ordre n'importe pas car l'addition vectorielle est commutative. Mais pour les autres transformations, comme combiner une translation et une rotation, l'ordre est absolument crucial. Imaginons un premier scénario, on tourne d'abord l'objet sur lui-même, puis on le translate. Dans le second scénario, on translate d'abord l'objet,
puis on le fait pivoter. L'objet orbite autour de l'origine. Le résultat final est totalement différent. En algèbre linéaire, on dit que la multiplication matricielle n'est pas commutative. A fois B n'est pas égal à B fois A. Voici un petit défi pour vous. Que se passe-t-il si l'on multiplie une matrice de translation par elle-même ou par une autre matrice de translation? Prenons quelques secondes pour y réfléchir. Visuellement, imaginons deux déplacements successifs. Si on effectue la multiplication algébrique de leurs matrices respectives, la partie linéaire reste la matrice identité. Le résultat, les vecteurs de translation s'additionnent tout simplement. Appliquer deux translations revient à faire un seul déplacement avec la somme des vecteurs. C'est une propriété très pratique qui permet d'optimiser les calculs dans le moteur graphique. Passons maintenant à la dimension supérieure. Dans l'espace en 3 dimensions, tout se généralise en utilisant des matrices de taille 4 par 4. Pour orienter un objet dans cet espace, une méthode classique consiste à utiliser les angles d'Euler. Il décompose toute orientation en 3 rotations successives. Ces 3 rotations correspondent aux axes principaux de notre objet. Tout d'abord, la rotation autour de l'axe longitudinal, que l'on appelle le roulis ou angle alpha. Ensuite, la rotation autour de l'axe transversal, appelé le tangage ou angle bêta. Et enfin, la rotation autour de l'axe vertical, connu sous le nom de lacet ou angle gamma. La matrice globale est simplement la combinaison des matrices R fixe, RY et RZ. Pour les rotations dans l'espace en 3 dimensions, il existe une excellente alternative aux angles d'Euler. Au lieu de combiner 3 rotations sur les axes principaux, nous pouvons utiliser la méthode axe et angle. Le principe est de définir un axe de rotation arbitraire, appelé vecteur unitaire U. Ensuite, l'objet pivote simplement autour de cet axe selon un angle précis, l'angle θ. Cette méthode directe est souvent beaucoup plus robuste pour animer des objets car elle évite les blocages complexes. En pratique, avec la bibliothèque GLM très utilisée avec OpenGL, on ne construit plus ces matrices 4 par 4 à la main. Cette bibliothèque nous fournit des fonctions très intuitives pour appliquer nos transformations directement dans le code. Pour déplacer un objet, on utilise glemTranslate en lui passant la matrice initiale et le vecteur de translation. Pour le faire pivoter, on appelle glemRotate en spécifiant l'angle en radiens et l'axe de rotation unitaire. Enfin, la fonction glemScale permet de redimensionner l'objet en appliquant des facteurs d'échelle sur les 3 axes. Retenez la règle d'or de la composition des transformations pour positionner un objet. L'ordre des opérations est absolument crucial. On applique d'abord l'échelonnement, grand S pour définir sa taille, puis la rotation, grand R pour l'orienter, et enfin la translation, grand T, pour le placer à sa position finale. La matrice globale, grand M, s'écrit donc T fois R fois S. Attention, un point fondamental, la multiplication matricielle s'effectue toujours de droite à gauche. Le vecteur initial est d'abord transformé par S, puis par R et enfin par T. Terminons par un cas concret très classique, souvent demandé en examen, l'exercice numéro 6. Le problème est le suivant. Nous voulons redimensionner un objet situé dans notre scène virtuelle. Cependant, comme nous l'avons vu, la matrice d'échelonnement standard effectue toujours cette opération par rapport à l'origine du repère, de coordonnées 0, 0. Si notre objet est situé loin de l'origine, appliquer cette matrice directement va avoir un effet de levier indésirable. L'objet va non seulement changer de taille, mais il va aussi être déplacé géométriquement dans l'espace. La question est donc, comment isoler cet effet pour redimensionner l'objet sur place, uniquement par rapport à son propre centre grand C? Commençons la résolution de l'exercice. Notre objectif est de redimensionner cet objet par rapport à son propre centre C, et non par rapport à l'origine. La première étape consiste à translater l'objet tout entier pour amener son centre C exactement sur l'origine du repère. Mathématiquement, cela correspond à appliquer une matrice de translation que nous appellerons matrice T. Maintenant que l'objet est centré à l'origine, nous pouvons passer à la deuxième étape, appliquer l'échelonnement. Nous multiplions donc par la matrice d'échelonnement E. Comme l'objet est à l'origine, il grandit ou rétrécit de façon parfaitement symétrique autour de son centre. Maintenant que notre objet est redimensionné à l'origine, il faut le ramener à sa place. C'est la troisième et dernière étape. On applique l'opération inverse avec une translation vers sa position initiale. On utilise pour cela la matrice T inverse. En combinant le tout de droite à gauche, la matrice E indice C égale T inverse fois E fois T, les transformations n'ont désormais plus de secret pour vous.
Vous savez comment passer de la formule mathématique au code dans le pipeline graphique. Rappelons les points clés. Les coordonnées homogènes unifient les translations avec les autres opérations. Nous avons généralisé cela dans l'espace en 3 dimensions avec des matrices 4 par 4. Et la règle d'or pour l'ordre de composition, échelle, rotation, puis translation. Rendez-vous au chapitre 4 pour aborder la projection et la caméra.